Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'auditorium du Musée d'Histoire de Marseille. Nous sommes très heureux d'accueillir cette année le festival Oh les beaux jours et je salue ici l'équipe présente puisque donc ce sont trois belles occasions qui nous réunissent cette année. Donc la conférence de ce soir, je laisserai Julien Loiseau vous présenter nos grands conférenciers autour du patrimoine égyptien ce soir, mais nous avons également un rendez-vous dès samedi à 11h, donc une rencontre avec Leslie Kaplan, auteure qui dialoguera avec Isabelle Sommier, une chercheuse, autour de la question des femmes et mai 68. Donc rencontre qui accompagne notre exposition Marseille et mai 68, donc que vous pouvez découvrir au musée jusqu'au 2 septembre. Et puis samedi encore, nous serons partie prenante de cette restitution de textes littéraires de Marie Darrieussecq et c'est pas Philippe mais Catherine, donc puisqu'ils sont venus au musée et ont écrit une belle histoire d'amour à partir d'un épitaphe sur une stèle funéraire présente dans nos collections. Donc voilà, c'était l'occasion pour moi de dire combien d'être associé au festival est une joie pour nous. Et je vous souhaite donc une belle conférence. Tous mes remerciements à Sophie Day pour l'accueil du musée d'histoire de Marseille. Sophie Day est chargée de la programmation culturelle au musée et c'est elle qui donc nous permet d'être là ce soir à la fois dans le cadre du festival Oh les beaux jours qui a ouvert ses portes hier et qui se déroulera jusqu'à la fin de la semaine et vous avez pu prendre le programme à l'entrée de la salle, et puis également dans le cadre donc du cycle des conférences du Collège de Méditerranée. Alors certains parmi vous, un nombre non négligeable, être familier des conférences du collège et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Quelques mots sur le Collège de Méditerranée tout de même avant de vous présenter les conférenciers de ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas le collège. Le Collège de Méditerranée, c'est un cycle de conférences grand public, à peu près sur une base mensuelle. On en organise environ 5 ou 6 par an, dans un lieu différent de Marseille. Ce soir, c'est donc au musée d'histoire de la ville de Marseille. Nous avons pu organiser des conférences dans différents lieux, différents quartiers de la ville. Ce cycle de conférences grand public, il a pour objectif d'amener des chercheurs à venir parler de leur travail, à partager leurs réflexions avec le public le plus large possible, un public qu'ils n'ont pas toujours l'occasion de rencontrer, et ça permet précisément à vous qui êtes là ce soir d'entendre d'éminents spécialistes parler librement de leurs travaux. Ce cycle de conférences, ce Collège de Méditerranée, il est porté par l'association des livres comme des idées qui organise le collège, qui organise également la captation vidéo des conférences. Vous pouvez retrouver toutes les conférences du collège en ligne sur le site des rencontres d'Averroès, car c'est aussi juché sur les épaules des rencontres d'Averroès et de son créateur, enfin de leur créateur Thierry Fabre, que cette manifestation peut se dérouler. Alors ce soir, il sera question de patrimoine égyptien, des Égyptiens et de leur rapport au patrimoine entre regard étranger, regard occidental et identité nationale. Et pour nous parler de ce sujet, en un lieu qui s'y prête évidemment extrêmement bien, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir une historienne égyptienne, Omneya Abdelbar. Omneya qui connaît très bien Marseille et la région. Elle a soutenu sa thèse de doctorat à l'université d'Aix-Marseille en 2015 sur un très beau sujet, l'art urbain des Mamelouks au Caire. Le Caire, grande ville médiévale qui a gardé de cette époque des Mamelouks, de la fin du Moyen-Âge, un magnifique patrimoine sur lequel Omneya a travaillé à la fois en tant qu'architecte et en tant qu'historienne de l'architecture. Aujourd'hui, elle est chercheuse au musée Victoria and Albert Museum à Londres, où elle travaille entre autres sur une collection de photographies anciennes de monuments de l'art islamique.
Et elle est également, et nous en parlera ce soir, elle est également très engagée dans la défense du patrimoine égyptien aujourd'hui, des patrimoines égyptiens, dans l'Égypte contemporaine, où elle s'occupe activement d'une association consacrée à la sauvegarde du patrimoine égyptien. Alors, Omneia va donc nous présenter cette conférence, à l'issue de laquelle Richard Jacquemont, qui nous fait également le plaisir d'être là ce soir, endossera le rôle à la fois difficile mais très important de discutant. C'est lui qui va à la fois nous dire ce qu'il a retenu et comment il, au fond, pense, conçoit le propos d'Omneia, et puis qui va également ouvrir le débat, à la fois avec la conférencière et avec vous tous, puisque la conférence se poursuivra par un débat avec la salle. Richard Jacquemont est professeur de littérature arabe à l'université d'Aix-Marseille. On lui doit entre autres un ouvrage paru chez Actes Sud intitulé « Entre scribe et écrivain, le champ littéraire dans l'Égypte contemporaine ». Il est aussi traducteur d'un grand nombre de romanciers et poètes égyptiens contemporains, parmi lesquels le grand romancier Sanallah Ibrahim, dont les romans sont publiés depuis longtemps maintenant par les éditions Actes Sud. Voilà, merci à tous les deux de votre présence ce soir et nous sommes impatients de vous écouter. Merci Julien. Très émue d'être ici à Marseille aujourd'hui. Alors, très grand merci de m'avoir invité pour revenir à Marseille, une ville que j'ai découverte en 2004 et je pense que je reviens tous les ans depuis. Merci à Olé Beaujour. J'aime beaucoup le nom que vous avez choisi pour le festival et je vous souhaite vraiment une très bonne continuation et de continuer tous les ans. On va vous suivre. Et merci au public d'être aussi nombreux et de venir m'écouter parler sur un sujet qui me passionne toujours, le patrimoine de l'Égypte. Le patrimoine en soi est vraiment un mot énorme quand on est égyptien. J'ai décidé de commencer cet exposé avec une photo où je me sens un peu en contact. Je sens que peut-être c'est la photo où ça représente un petit peu le patrimoine que j'essaie depuis presque 20 ans maintenant de travailler sur sa défense. C'est un vieux monsieur qui est assis dans la cour, une cour d'une mosquée mamelouk construite au milieu du XIVe siècle, d'un émir, Al-Timbur al-Maridani, qui est en train de lire son Coran, peut-être avant la prière. Et pour lui, c'est vrai que c'est un patrimoine, mais c'est son quotidien. Et c'est là où je sens que c'est un patrimoine très vivant et qui n'est pas énormément exprimé vis-à-vis des autorités, des personnes qui prennent des décisions en Égypte et qui n'est même parfois pas reconnu. Alors je commence avec cette photo-là. Et puis quand Julien m'a proposé de parler sur les Égyptiens et leur patrimoine, je dois avouer que j'avais un petit peu du mal à commencer. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux aborder ce sujet-là? Je me suis amusée et j'ai demandé à Google. Et juste pour voir, bon, quand on tape l'Égypte, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, la page, elle est énormément dominée par les pyramides. Et chaque fois, là où je suis, quand je voyage, il suffit de dire l'Égypte. Alors tout le monde connaît d'où je viens. Et c'est cela, l'Égypte, elle est tellement bénie avec son patrimoine, mais c'est aussi une malédiction parce que ça éclipse beaucoup d'autres choses dans le pays. Ainsi, comme vous voyez, pour notre éducation, malheureusement, nous, les Égyptiens, on n'a pas la chance des Français d'apprendre l'histoire de notre pays comme vous l'avez appris en primaire. J'ai eu la chance que j'ai fait un petit peu le lycée français, et dans le lycée français, on apprend l'histoire de l'Égypte, mais au Caire, en Égypte, pas tellement. Et ça, je vois que c'est vraiment un des grands points négatifs pour nous, les Égyptiens, et qui a peut-être créé notre déconnexion avec notre propre patrimoine. Mais tout en sachant qu'on connaît très bien le masque de Toutankhamon, et tout récemment, je ne sais pas si vous avez entendu le grand scandale de sa barbe qui a été
qui a eu un petit accident, où les sites archéologiques, j'aime beaucoup les deux statues de Memnon à l'entrée de la vallée des rois et la vallée des reines à Luxor, et tous les bijoux qu'on a trouvés dans les tombes. Nous, on voit un peu ce que c'est, mais on se sent, peut-être que ça ne nous parle pas énormément comme on le sentait. Et patrimoine de l'Égypte, c'est pas simplement l'Égypte ancienne. C'est vrai qu'on nous apprend un peu qu'on a eu les Grecs, qu'on a eu les Romains. On a eu aussi un patrimoine très important qui est représenté avec l'histoire chrétienne et copte du pays, que je dois avouer, les 10 dernières années, c'est un peu plus présent dans notre quotidien qu'avant, à cause de la situation et de tous les événements qui ont eu lieu les dernières années. On a appris peut-être un peu plus à connaître ce patrimoine-là, à connaître les grands monuments qui existent. Ça, c'est à Wadi Natroun. Je n'ai pas encore eu la chance d'y aller. Mais aussi, on a eu un patrimoine juif qu'on a complètement perdu, malheureusement. On a encore des monuments qui subsistent. Ça, c'est la synagogue à Alexandrie. Il y en a aussi de très vieilles synagogues au Caire. On les visite comme des touristes, mais malheureusement, on a perdu le quotidien de ces beaux bâtiments. Et pour moi, personnellement, le patrimoine médiéval, le patrimoine islamique, la ville du Caire surtout, une grande capitale arabe après la conquête du pays, une architecture qui est arrivée à son apogée peut-être même pas 2 siècles après le prophète. On a sur cette diapo la mosquée d'Ibn Touloun, une très belle mosquée construite au IXe siècle. Et on a bien sûr la mosquée Al-Azhar, la grande université qui a été fondée au Xe siècle par les Fatimides. On a aussi j'ai choisi celle-là pour toi, Julien, les belles photos, et Barkouk surtout, le complexe funéraire d'un très grand sultan mamelouk, le sultan Barkouk, avec une architecture qui est arrivée à son apogée, qui me parle, moi, personnellement, énormément, qui représente pour moi le visage de ma ville et qui est encore... qui n'a pas encore pris sa place quand on parle du patrimoine de l'Égypte. Voilà un petit peu de belles photos. Ça, c'est la mosquée bleue. On a une architecture mamelouk dans une décoration ottomane. Et on a aussi le vivant, le quotidien, les gens, les artisans, les habitants de la ville. Tout ça, c'est aussi le quotidien. Il y a la musique, il y a le cinéma, il y a tout un patrimoine qui nous parle. C'est pour ça que c'est très émouvant. Et c'est quand on veut parler de l'Égypte et de ses patrimoines, on sait pas d'où commencer. Et moi, étant architecte, il y a aussi le patrimoine architectural, la renaissance d'une architecture moderne. Ça, c'est une photo d'Héliopolis, avec une réinvention du passé en créant un néo-mamelouk dans des façades qui abritent des appartements complètement à l'occidental. Et après, même avant, la création du centre-ville du Caire, avec une architecture complètement... étrangère peut-être au pays à l'époque, mais qui est devenue une grande partie de notre identité aujourd'hui. Et quand on essaye, par exemple, dans les gens qui font leur marketing et pour faire de la publicité, on va filmer au centre-ville parce que c'est ce qui représente la ville du Caire. Surtout maintenant, après la Révolution, quand on a voulu montrer une nouvelle image du pays, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à faire le ravalement des façades du centre-ville pour montrer que voilà, c'est la ville qui sort de ces problèmes-là. Mais on a été, si je veux, en grandissant, je dois avouer que quand on voulait parler du patrimoine de l'Égypte, on allait au musée. Bien sûr, le grand musée égyptien, à la place Tahrir. Mon père était la première personne qui m'a amené là-bas. Je pense que j'avais même pas 10 ans encore.
le discours même du 19e siècle, quand on veut parler de l'histoire d'un pays, on mettait son histoire dans des lieux, et même, je pense, Mohammed Ali, le pacha d'Égypte, qui, en 1835, a fait un décret pour la protection des antiquités égyptiennes, il parle en disant qu'on a vu qu'en Europe, on créait des lieux pour mettre les antiquités, alors pourquoi pas aussi en Égypte. Mais même sur ce musée-là, qui domine le skyline de la ville, qui est très connu par tous les Égyptiens, c'était intéressant en lisant le livre de Reed, parce qu'il expliquait que la façade même de ce musée-là, même si elle était faite dans un contexte urbain très présent, mais elle ne parlait pas aux Égyptiens. Premièrement, c'est écrit en latin, en haut, la date en égir, mais au tournant du siècle, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'Égyptiens qui savaient lire MCC, XV2. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, on avait les noms des fondateurs de l'égyptologie, dont je les ai notés ici. Alors, on avait 6 Français, 5 Anglais, 4 Allemands, 3 Italiens, 1 Danois, 1 Irlandais, 1 Suédois et 0 Égyptien. Malgré qu'il y avait déjà au XIXe siècle des Égyptiens qui ont tenté de travailler, et comme Rifat Tahtawi, comme Ahmed... j'ai oublié son nom, c'est pas grave. Et même avant. Mais c'était curieux parce que moi, en grandissant, je ne savais pas ça. Pourquoi toujours l'égyptologie, surtout, c'était surtout une histoire qui était... qui concerne plutôt les étrangers que les Égyptiens. Et c'était curieux, déjà en lisant le livre de Reed, de découvrir qu'on a essayé plusieurs fois de créer une école pour apprendre les hiéroglyphes aux Égyptiens, mais cette école était tellement battue qu'à la fin, il y avait juste une promotion qui a réussi à la finir, et puis après, je pense que c'est Mariette qui l'a fermée, parce qu'il faut penser que l'Égypte et son patrimoine, l'archéologie, les antiquités étaient très, très, très liés avec l'impérialisme, la colonisation, et c'est celui qui avait la main forte qui pouvait gérer aussi et être plus proche du pacha ou surtout du khedive du pays. Alors qu'est-ce qu'on a fait au tournant du siècle? On a créé des musées. Ces 4 musées, les 4 premiers musées, le musée égyptien pour les antiquités, et puis on avait le musée d'art islamique qui a été inauguré au tournant du siècle aussi, mais en fait l'idée de la création de ce musée-là a commencé au moins 50 ans avant, au temps du khedive Ismaïl. Alors on est dans les années 1860, et c'était à cause de l'énorme pillage qui se passait dans la vieille ville du Caire et de la grande destruction aussi des vieux palais, même des mosquées, face à la modernisation de la ville. Alors on avait besoin de trouver un lieu c'était un dépôt, pour mettre tous ces beaux objets qui sortaient des musées, des vieilles maisons, une mashrabeya, une belle porte en bronze, etc. Et puis après, avec la pression, avec la création du comité de conservation des monuments de l'art arabe en 1881, qui avait comme premier objectif de créer ce musée, en 1905, le musée d'art islamique, si je ne me trompe pas, a ouvert ses portes. Et on a le musée gréco-romain à Alexandrie aussi. Et ces 3 musées-là, le musée égyptien, le musée d'art, à l'époque c'était l'art arabe, parce que c'était juste une manière pour embêter l'Empire ottoman. Alors on appelait ça le musée arabe et non pas le musée islamique. Alors musée arabe, musée égyptien et musée gréco-romain étaient sous une direction étrangère, au moins jusqu'aux années 50. Le musée copte, qui fut inauguré aussi à la même période, était le fruit d'un Égyptien, Smey Kabasha, un copte, qui a décidé aussi, qui a travaillé avec l'église copte pour créer le musée. Et c'est peut-être le seul établissement qui a commencé sous une direction qui n'est pas étrangère. Et voilà, pour nous, en grandissant peut-être, moi personnellement, si je voulais connaître un peu l'histoire du pays, on allait au musée pour voir ces objets-là.
Et je sais que, et même jusqu'à présent, nous les Égyptiens, on se sent toujours déconnectés encore de notre passé et de notre patrimoine, malgré qu'on le vit tous les jours. Et j'ai pensé à vous présenter ça. Ceux qui connaissent l'Égypte peut-être connaissent qu'on a une fête au printemps, le Cham Ben-Nessim, ou comment on explique ça, sentir la brise. C'est le lundi de Pâques, du Pâques orthodoxe. Et c'est toujours la fin de la saison des Hamassines, des tempêtes de sable. Alors on sait que le lundi, pof, il va toujours faire beau. Et pour Cham Ben-Nessim, on mange du poisson, des oignons et des œufs. Et voilà et c'est une fête égyptienne célébrée par les chrétiens et les musulmans. Et même nous, à Londres, là, à l'étranger, c'est une des fêtes, la seule presque, où tous les Égyptiens de Londres essaient de se réunir pour fêter. Et j'ai trouvé qu'on avait une momie de poisson, et puis sur il y avait aussi un dessin de l'Égypte ancienne. Et jusqu'à présent, on mange toujours le poisson, et on attend tous les ans. C'est vraiment une fête qu'on aime beaucoup, nous, les Égyptiens. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on est déconnecté de notre passé, en fait, on le vit, mais on ne sent pas vraiment qu'on le vit. Le dialecte égyptien, pour ceux qui connaissent un peu l'arabe, est probablement le dialecte le plus éloigné de la langue arabe. N'est-ce pas, Richard? Parce qu'on a beaucoup d'influences coptes et d'anciens égyptiens. Il y a des mots comme embou pour dire je veux boire, ou teta quand on dit pour les enfants allez, essaye de marcher. C'est quelque chose qu'on connaît dans notre dialecte, mais on ne se sent pas du tout que ça venait du passé. Et je pense que ça, c'est aussi une partie d'un patrimoine vivant qui nous laisse montrer que tout ce parcours-là qu'on a derrière nous, ça existe encore. C'est vrai que en étudiant l'Égypte, on se dit toujours que ça a commencé avec l'expédition française, Champollion, etc. Mais alors, en lisant les vieilles sources, je me suis rendu compte que déjà les gens, ils ont tenté à comprendre qu'est-ce que c'est que ces symboles-là, ces sites qui sont à moitié envahis par le sable, qu'on n'arrive même pas à voir convenablement, ce sphinx, qu'est-ce qu'il dit. Et j'ai juste noté quelques savants arabes et musulmans de l'époque, comme Abul Qasim al-Iraqi, celui qui a écrit ce bel ouvrage sur Al-Aqalim al-Sab'a, qui a tenté de déchiffrer les hiéroglyphes, qui a même réussi à lire 5 lettres et qui a fait un tableau. Et moi, personnellement, je ne savais pas avant Champollion que quelqu'un avait essayé de lire un peu les hiéroglyphes. Abdelatif el-Bordedi, qui a vécu au XIIIe siècle, il nous fait aussi une description des pyramides. Même il nous raconte que Salah ad-Din avait demandé à ce qu'on démonte les pyramides pour faire sa citadelle. Et puis finalement, ils n'ont pas vraiment réussi à démonter toutes les pyramides. Ils ont fait les petites pyramides, mais pas la grande, parce que c'était un travail énorme. El-Idrissi, le géographe aussi, qui a publié sur les pyramides. Ibn Battuta, qui a visité le temple de Luxor. Par contre, il ramène une description juste de la mosquée, mais il était là, il est allé jusqu'aussi loin au sud. Et le Makrizi, notre cher historien mamelouk, qui aussi qui parle de ces monuments-là qui se trouvent. Et même si maintenant, avec les islamistes, soi-disant, qui veulent nous mettre dans la tête que la civilisation musulmane ou les musulmans ou les gens qui ont vécu à cette époque-là ont méprisé ces sites archéologiques. Moi, personnellement, je pense que ce n'était pas toujours le cas. Pourquoi? Bon, là, c'est Dandara, qui est décrite par Makrizi aussi. Dans le Caire, dans les monuments historiques de Mamelouk, ou la partie où j'ai plutôt travaillé, je me suis concentrée, on trouve beaucoup de remploi, de matériaux de remploi qui sont utilisés dans les bâtiments. Et le remploi, comme vous le savez, ça existe dans toutes les civilisations. On venait juste de passer, maintenant, on a vu le remploi dans le port devant le musée. C'est pour la facilité, c'est un matériel qui est coupé, qu'on peut utiliser tout de suite, qui est beau, alors pourquoi pas. Mais aussi, c'est parce qu'on croyait au pouvoir et à la magie derrière.
Et presque tous les seuils des grandes mosquées du Caire ont un granit, une pierre de granit venant d'un site ancien. Et là, on voit sur cette photo-là, ça ne se voit pas très bien, mais on a une cartouche de Ramsès II et je pense que c'est le plus beau seuil de la vieille ville qui a été ramené pour embellir. Moi, je le vois de cette manière-là. Je pense au contraire que c'était pas... Parce qu'il y a d'autres discours où on dit c'est pour marcher sur cette vieille civilisation. Je pense qu'il y avait un respect à ces gens-là, puisque c'est des savants aussi, c'est des gens qui ont étudié, qui ont compris la difficulté aussi de créer cette architecture en voyant les pyramides, par exemple. Et je veux croire que c'était pas du tout ce discours-là de non-croyants, de païens, etc. Je pense qu'il y avait quand même un respect vis-à-vis de cette architecture, et vis-à-vis de l'autre aussi, parce qu'on trouve par exemple ça c'est une colonne avec qui est aussi une colonne de remploi provenant probablement d'une vieille église qui a été réutilisée dans une mosquée et personne n'a pensé à effacer la croix, par exemple. C'est pour ça que je pense que c'est une continuité, on donne une continuité à un patrimoine et c'est comme si on a un beau bijou ancien, on essaie de le mettre dans la meilleure place pour qu'il soit visible à l'autre. Comme tout, même en étudiant à l'école, même, on commence toujours pour dire que la fin de l'époque médiévale en Égypte, elle se termine avec l'arrivée de Bonaparte et son armée en 1798. Et pour la première fois, je pense, dans l'histoire, c'est une expédition militaire qui s'associe à une expédition scientifique au même moment. Napoléon, bien sûr, voulait venir en Égypte pour couper la route aux Anglais, l'ennemi de toujours de la France. Mais le fait qu'ils ont pensé que c'est aussi un grand pays, on arrive, c'est pas le vide, et qu'il fallait vraiment aussi étudier, non pas pour des questions militaires, mais aussi étudier ce pays, son architecture, ses vestiges, ses coutumes, etc. Comme égyptienne, je dois le dire, on est vraiment reconnaissant au grand ouvrage de la description de l'Égypte que j'ai découvert étant étudiante. Et Napoléon, dans sa fameuse, voilà, ça c'est une peinture qui se trouve au Louvre, non, à Versailles, de Bonaparte devant la pyramide, avant la bataille des pyramides, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu aux pyramides ou même au plateau de Giza, elle a eu lieu à Mbeba, mais c'était plus impressionnant de dire que Mbeba, c'est disons 10 km plus loin, mais c'est sûrement plus impressionnant de dire que ça a eu lieu au bas des pyramides. Et il a proclamé sa phrase célèbre, « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous regardent ». Alors on voit que déjà tout au début, l'Égypte, son passé, son histoire et son patrimoine étaient bien présents avec la conquête française. Quand j'étais étudiante en architecture, on essayait de faire aussi des projets d'urbanisme dans la ville. Et c'était à l'époque, dans les années 90, on n'avait pas encore Internet, et alors il fallait trouver des vieux plans. Et je suis allée, c'est là où j'ai découvert les premiers livres de la description d'Égypte et le plan du Caire, dans un des vieux tiroirs de la Société géographique qui se trouve à quelques pas de la place Tahrir. Et je pense que ma fascination sur les plans et sur le travail qui a été fait dans cet ouvrage a commencé à cette époque-là. La relation avec l'Égypte ne va pas s'arrêter avec le départ des Français. On sait que ça a été un échec militaire, mais sur le point scientifique, ça a été un très très grand succès. La description a été publiée sur plusieurs années après, mais les Français sont continués à revenir. En 1818, un Marseillais, Pascal Coste, arrive au Caire.
Et il vient pour travailler chez le Pacha d'Égypte, pour faire du travail, pour faire des barrages, etc. Mais il s'intéresse à l'architecture parce qu'en fait, Mohamed Ali, il voulait se faire une mosquée à la citadelle. Et il lui demande d'aller faire un petit peu de recherche pour qu'il lui propose un dessin pour cette mosquée-là. À l'époque, Pascal Coste devait avoir un décret spécial du Pacha pour qu'il puisse entrer dans les mosquées du Caire, ce qu'il va l'avoir. Et là, je vous présente un très très beau dessin qu'il a fait du mausolée de Sultan Hassan. Ce dessin-là se trouve au musée, un original se trouve au musée Victoria and Albert où je travaille, et les archives de Pascal Coste se trouvent ici à Marseille. Et c'est un dessin fait au crayon en 1822 et avec un petit peu d'aquarelle. Et éventuellement, Pascal Coste se rend compte que c'est l'architecture mamelouk qui représente l'identité du pays, qui représente vraiment l'architecture égyptienne très marquante du Caire. Mais finalement, ceux qui connaissent le Caire savent très bien que Mohamed Ali ne va pas se construire une mosquée mamelouk, malgré que Pascal Coste lui avait déjà fait les dessins, mais il va se faire construire une mosquée totalement ottomane. Étrangère pour les Égyptiens peut-être à l'époque, mais elle est devenue très très familière pour nous en ce moment-là, parce qu'elle est représentée sur les 10 piastres par exemple. Elle est la mosquée de Mohamed Ali est sur toutes les skylines de la ville dans les publications modernes. Et c'est une forme c'est comment le patrimoine est digéré et transformé et réadapté pour se créer un nouveau narratif. Et on parlait juste avant de commencer la conférence qu'en Égypte, sur notre monnaie, on a 2 faces, où l'on a sur la face écrite en arabe toujours une mosquée. Et je me suis rendu compte juste maintenant, moi je voyais qu'il y avait une face, une mosquée, une face, c'est l'Égypte ancienne. Mais en fait, la face arabe, c'est la mosquée, et la face anglaise, c'est un temple de l'Égypte ancienne. Et c'est peut-être aussi, ça peut nous rappeler cette idée-là que l'Égypte ancienne, c'est pas vraiment pour les Égyptiens, c'est toujours pour les étrangers. Et ce qui nous appartient, c'est peut-être l'histoire plus proche, médiévale. Pour continuer, juste pour vous montrer que les étrangers se sont intéressés, bien sûr, sur la question de l'Égypte ancienne, il y a beaucoup de travail qui a été fait, mais c'est pas vraiment ma spécialisation. Alors, je vous raconte un peu de ce que moi je connais de la vieille ville du Caire. Et voici un autre dessin qui a été fait par un architecte anglais. Et c'est juste la poignée de la porte, mais quelle porte? C'est la grande porte de la mosquée funéraire de Moayed-Cheikh, alors qui a été réinstallée originellement. Elle était faite pour la madrasa du Sultan Hassan, et malheureusement les 2 poignées ont disparu aujourd'hui, mais le fait que ce dessin-là se trouve, c'est un petit indice qui peut nous aider si un jour on arrive à mettre en place une restauration. Et puis, au tournant du siècle, en 1928 précisément, Mahmoud Mourtar, le grand sculpteur de l'Égypte, il installe la statue le réveil de l'Égypte. Premièrement, elle était à la place Ramsis, alors devant la gare du train. Donc la porte du Caire, puisque c'est là où tout le monde arrivait à l'époque. Mahmoud Mourtar, c'était le premier élève des Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, là où moi aussi j'ai fait mes études, les Beaux-Arts ont ouvert leurs portes en 1905. Et Mahmoud Mourtar était vraiment le premier élève, il était là. Après, on l'a envoyé en France pour qu'il étudie. Et quand on a pensé à créer une image pour le pays, il faut se mettre aussi dans le contexte historique. On est après 1919, alors où on a eu la révolution de 19, où les Égyptiens ont demandé leur indépendance des Anglais. L'Égypte a été colonisée en 1882 par les Anglais. Et Mourtar, il décide de prendre cette photo-là, le sphinx qui essaye de se réveiller, parce que le sphinx, il est
avec ses deux mains comme ça, comme s'il commence à bouger. Et une paysanne, une fallaha égyptienne, qui a, avec son voile, mais qui couvre pas son visage, qui ouvre son voile et qui met la main sur la tête comme si pour lui dire voilà, on va faire ça ensemble. C'est une très très belle statue qui existe en ce moment à Giza devant l'université du Caire, qui a été énormément vandalisée pendant les sit-ins des frères musulmans, mais qui a été restaurée après, et qui représente un peu un renouement avec le passé. Parce qu'à l'époque, on faisait des statues de bronze. Mukhtar, il a décidé de travailler sur une pierre de granit qui est très très difficile à manier, mais c'était sa manière de se dire je vais essayer de tenter de faire comme on faisait à l'Égypte ancienne. Et en ce moment, ça a généré beaucoup d'autres artistes comme Adam Henin, et aujourd'hui même à Assouan, il y a un symposium tous les ans pour travailler la sculpture de granit. J'ai mis Nahdet Masr, ou les réveils de l'Égypte, parce que je pense que c'est un tournant qui a commencé à réintroduire un peu l'Égypte et son passé, l'identité nationale, et c'est là où on commence à aller chercher dans le répertoire de l'Égypte ancienne pour mettre une identité. Quand Saad Zarloul, on a pensé à lui faire un mausolée. Saad Zarloul, c'est le... comment est-ce que je peux dire Saad Zarloul? C'est un grand... bon, c'est vraiment le Zaïm, j'ai oublié le nom. Le leader, oui, de l'indépendance de l'Égypte, c'est celui qui était à la tête du parti qui est parti à Paris après la Première Guerre mondiale pour demander l'indépendance de l'Égypte après le congrès de Versailles. Et quand on a voulu faire un mausolée pour Saad Zarloul, peut-être à l'époque ils voulaient faire une mosquée, mais les Anglais ils se sont dit non. Et alors ils ont décidé de faire un mausolée sous la forme d'un temple. Et je pense que l'idée ici était de nouveau peut-être de déconnecter les Égyptiens avec leur leader, parce que c'est pas une mosquée, c'est un temple. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est vrai que peut-être que jusqu'à il y a 10 ans, je ne savais pas ce que c'est. Et je pense que la déconnexion fut créée. Gamal Abdel Nasser, au contraire, il s'est fait une mosquée et elle est bien reconnue. Sadet, il est enterré en bas du soldat inconnu, qui est une pyramide faite d'une manière moderne. Alors c'est là où je voulais juste vous montrer comment on essaye de retrouver ces répertoires-là. Dans l'art moderne aussi, les pionniers comme Mahmoud Saïd, il est allé chercher des réflexes de tous les jours. Ça, c'est le chadouf. C'est vraiment quelque chose qui existait déjà dans l'Égypte ancienne, mais qui existe encore jusqu'à présent. Et c'était une manière de réintroduire, de retrouver l'identité, etc. Et là, je me suis amusée à vous montrer ça, parce que ça, c'est un broche qui a été fait par Cartier en 1924. Alors 2 ans après la découverte de la tombe de Toutankhamon, et c'est un ancien objet, un objet original, une vraie vieille pièce qui a été montée dans une forme de broche. Et les Égyptiennes, on connaît très bien ce kerden là, c'est une collier très très traditionnelle avec le sphinx au milieu. Mais moi, ce que je connaissais pas, c'est que en fait, c'est un dessin qui a été fait dans les années 20, non pas parce que ce sont des Égyptiens, mais c'est parce que c'était la mode, c'était l'égyptomania. Et alors aussi, les Égyptiennes voulaient avoir un petit sphinx ou une petite pièce pharaonique à leur cou. Et c'est pas du tout une continuation d'un patrimoine ou d'une tradition. Ça a été importé de nouveau. Alors de nouveau, c'est les étrangers. Un énorme point où là, je m'arrête un tout petit peu et je vous raconte, c'est peut-être une expérience personnelle, mais 2011, avec le commencement de la Révolution, personnellement, je pense que
La révolution a commencé quand le musée a été attaqué, la nuit du 28 janvier 2011. Les gens ne voulaient pas vraiment descendre à la place Tahrir, mais quand ils ont entendu dans les infos que le musée est en risque, ils sont descendus. Et ça, ils se sont organisés pour protéger le musée. Et pour moi, personnellement, c'était un moment très, très émouvant parce que je me suis rendu compte que même si on est très indifférent vis-à-vis de notre patrimoine, mais il y a quelque chose peut-être qui nous a fait bouger quand on s'est senti qu'il y a un risque et qu'il y a un énorme danger. Bon, vous savez peut-être un peu, je vais juste montrer vite fait, ce qui s'est passé après, le pillage des monuments, l'Institut d'Égypte qui a pris feu. Mais l'Institut d'Égypte a pris feu et la même chose, les gens sont descendus, les gens se sont organisés, on a essayé de sauver le plus possible. Mais c'est la mobilisation des gens qui ne se connaissaient pas, c'est ça ce qui est extraordinaire. Le musée de Malawi, je me rappelle qu'on a fait la traduction de l'index du musée entre 5 personnes qui ne se connaissaient même pas parce qu'il fallait le faire de l'arabe à l'anglais vite fait en une nuit et on a partagé le travail. Quand on a voulu un peu s'approprier une identité, ça c'est un grand artiste, Zift, qui a fait le masque de Nefertiti avec un masque à gaz. Ça a commencé, pour moi c'était vraiment une belle découverte. Ça c'est un autre artiste, Ala Awad, qui a dessiné sur les murs le graffiti de la procession. Ça c'était pour les manifestations des femmes. Et ça se voit qu'il y a une inspiration de l'Égypte ancienne. Les gens ont trouvé une plateforme qui puisse les communiquer entre eux. Et moi, personnellement, c'était vraiment très important pour moi parce que si je travaillais sur la conservation de la vieille ville, par exemple, mais je ne connaissais pas tous les gens qui étaient intéressés au patrimoine de l'Égypte. Et quand on avait besoin de faire quelque chose, je ne connaissais pas qui parlait. C'était impossible d'arriver à se connecter même avec les gens au pouvoir pour leur passer un message ou deux. Mais la Révolution nous a donné une voix et nous a donné aussi manière de communiquer. Et bien sûr, les réseaux sociaux ont créé une révolution en soi. Je vous montre ici, ça c'est 2 pages d'amis qui ont commencé, mais avec des 100 000 suivants. Ça c'est un groupe de jeunes architectes et artistes qui se baladent dans la ville et qui font des sketchs. Et ils se donnent rendez-vous et ils vont découvrir. Tout récemment, une autre amie à moi a monté une galerie où elle a réussi à exposer des photos d'art contemporain d'artistes égyptiens dans le musée égyptien même. Et ça, même si c'est quelque chose qui est qui se passe assez souvent en Europe, ça se passe pas du tout en Égypte. C'est vraiment, les choses changent et je suis très très optimiste. Et juste pour vous montrer, j'ai choisi juste le travail de Azza Fahmi, une dame qui travaille depuis plus de 50 ans sur les bijoux et elle est toujours inspirée par l'Égypte. Je pense que Azza a réussi vraiment à réadapter l'ancien dans un contexte contemporain. Et peut-être je l'ai choisi parce que c'est vraiment le plus bel exemple, mais il y a beaucoup de jeunes artistes et de designers et d'architectes et qui se sont rendus compte qu'on a vraiment un répertoire très riche et qu'il ne faut pas toujours regarder ce qui se passe ailleurs parce que déjà il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder ce qu'il y a autour de nous. Ça commence toujours avec une catastrophe, mais là, quand Julien vous avait raconté aussi que je travaille avec la Fondation égyptienne pour le sauvetage du patrimoine, et j'ai rencontré la Fondation le jour même où le musée d'art islamique a été attaqué, le 24 janvier 2014, je ne vais jamais oublier. On s'est réveillé à cause il y a eu une explosion. Je me suis rendu compte que c'est juste en face du musée. Le musée n'était pas vraiment la cible, mais il fut énormément atteint. Et c'est là où j'ai rencontré l'équipe de la Fondation, une jeune équipe qui a été fondée en 2012, qui ont essayé, et j'ai commencé à leur donner un coup de main. Et voilà, et la Fondation a été créée. Et avec eux, on travaille en ce moment, on a réussi à trouver des fonds du gouvernement britannique pour travailler sur les membars, c'est les chaires de mosquée. Pourquoi ? Parce que depuis 2012, je fais aussi la documentation du pillage des monuments avec tout
un grand groupe de gens et je travaille sur la partie sur le Caire historique. Il y a d'autres qui travaillent sur les sites archéologiques, les sites gréco-romains, etc. Les mosquées sont des objets clés dans la mosquée, mais en même temps, c'est des objets qui sont très vulnérables parce c'est très facile de les vandaliser. Je vous montre ici une photo de nouveau, la mosquée de la première photo du monsieur qui était assis. C'est la mosquée Tambour al-Maredeni. Le minbar a été volé 2 fois parce qu'au 19e siècle, il a été volé, on a trouvé les pièces et même là, on a la date de la restauration en 1902. Et malheureusement, j'ai trouvé un peu trop tard parce que la mosquée a été, le minbar a été volé en 2008 et j'ai trouvé qu'à Sotheby's en 2009, mais ça récemment, la semaine dernière, je regardais, il y avait ces pièces-là qui étaient en vente et qui ont été vendues. Et on ne parle pas de quelques mille euros, on parle de 500 000 à des moments. Et quand on regarde, tout de suite, je me suis rendu compte, mais ça... C'est une mosquée c'est un minbar très caractéristique et vite fait on voit que c'est ces pièces-là. Je ne sais pas si on peut ouvrir une enquête, mais ça va être quelque chose que je vais essayer de faire. Mais l'année dernière aussi à Sotheby's en Angleterre, à Londres, il y avait 2 portes de minbar qui se vendaient à 200 000 pounds. Et même moi, je pense personnellement que c'est une restauration du 19e siècle. Mais pour eux, ils disent c'est des portes mamelouks. Et alors, c'est vraiment un patrimoine qui a une grande valeur, même si en Égypte, on le considère comme un truc, un objet de tous les jours où l'imam utilise, etc. dans la mosquée. On ne se rend pas compte de sa valeur sur le marché de l'art. Tous les musées avec des collections d'art islamique ont aussi des pièces de minbar. Là, c'est la mosquée, c'est le minbar de Qaitbay qui se trouve au musée Victoria and Albert, qui a été premièrement exposé à Paris à l'exposition universelle de 1867, et puis le musée l'a acheté en 1869 parce que pour l'exposition de l'Égypte, ils ont décidé de ramener les plus beaux objets, les plus beaux objets qu'ils ont, et ils ont choisi ce minbar. Et puis vous voyez, les autres pièces se trouvent à Copenhague, à Paris, au Louvre, au Met, à New York et à Vienne tout récemment dans les réserves de la mosquée. Et c'est pour ça qu'on a commencé à se dire non, il faut vraiment qu'on travaille, parce que le problème c'est qu'on n'a pas du tout de la documentation. Et on trouve des trucs sur les marchés d'art, mais on ne peut pas justifier leur présence et on ne peut pas les lier. Et c'est pour ça qu'on commence sur ce projet-là à faire une base de données qui sera en ligne, qui permettra à tout le monde de regarder, de voir s'il a un doute. On a commencé avec un très très beau minbar aussi de l'époque de Qaitbay, construite au XVe siècle. Et on avait commencé à faire, je vous montre un petit peu juste nos travaux, mais tout d'un coup, une énorme crise, le ministère des Antiquités décide de démanteler le minbar parce qu'il est un minbar d'une grande valeur. Et c'est là où même en travaillant, on a dû faire une grande campagne. On a contacté l'Ahram, et l'Ahram a adopté toute une campagne pour mettre de la pression sur le ministère des Antiquités, parce que ce qui allait être fait, c'est qu'on le mettait dans les réserves à la citadelle. Mais à cause de la pression qu'on a créée, le ministre a décidé de le mettre tout de suite au musée, un nouveau musée, le musée national, NEMEC, ça s'appelle, National Egyptian Civilization. Voilà, c'est celui-là. Et de nouveau, on est dans la mentalité du 19e siècle ou du tournant du siècle, comme je vous ai montré avec les 4 grands musées de l'Égypte. Malheureusement, je trouve que la direction, les grands plans concernant le patrimoine de l'Égypte, c'est toujours de le mettre dans des musées. Et c'est très grave parce qu'on est en train de déposséder les grands monuments historiques de leur richesse. Enfin, ça va être une lutte, mais ça continue. Le Grand Musée, vous avez sans doute entendu parler, qui va être probablement inauguré en 2019. Et on continue toujours à faire des nouvelles découvertes archéologiques sur le site. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que c'est plus simplement le travail d'étrangers. Les Égyptiens, ça devient des news partout quand on trouve un truc, et les Égyptiens commencent à s'intéresser.
je voulais vous montrer Monica, c'est une de mes, mes grandes amies avec qui on travaille beaucoup. Elle est égyptologue, alors moi je couvre la partie médiévale. Et Monica, alors, elle a écrit même sur son compte Twitter, les monuments de l'Égypte ne sont pas seulement pour les étrangers et les élites, les monuments de l'Égypte sont pour les Égyptiens. Et je pense que ça, c'est vraiment un des messages les plus importants qu'on essaie de faire passer à nos compatriotes, que ça vous appartient aussi. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui se passe, vous devez sentir que c'est à vous aussi de prendre l'initiative, c'est à vous de prendre en charge. Et juste pour vous montrer de nouveau, ça commence à devenir un petit peu dans le contexte de l'Égyptien. On commence même à faire des caricatures avec ce genre de découverte. Il y a une relation qui se fait et c'est pour ça que je vous dis, je suis encore sur une note positive, malgré que qu'est-ce que le pays fait? Le pays fait une nouvelle capitale qui n'a aucun lien avec son passé, qui est un truc un peu à la Dubaï, dans le désert, etc. Mais bon. Pour finir, juste une note. Je voulais vous montrer, ça c'est un peu vite fait parce que bon, on a 15 minutes. Ça c'est le travail des étrangers qui se trouvent dans les musées occidentaux. C'est la documentation qu'ils ont faite au XIXe siècle, c'est les estampes et les moulages qu'ils ont rapportés avec eux de leur visite au Caire, mais qui représentent quelque chose de très important aujourd'hui avec ce qui s'est passé dans la vieille ville, avec toutes ces pièces qu'on a perdues. Par exemple, on n'a plus l'ornementation, la boucharée en bronze sur la porte de Qaïtbay parce qu'elle a disparu, mais on a une copie. Et alors, parce que je vous montre juste cette partie pour vous dire que, et je l'explique aussi quand je suis en Égypte, parce qu'on a toujours un point de vue assez négatif quand on parle des étrangers et de notre patrimoine, comme si les étrangers, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste, ils ont pris ce qui leur appartient pas et ils l'ont mis dans leur musée. Mais parfois, les rôles des musées en Europe est important parce que ça va nous permettre, par exemple ici, avec le membar de Qaïtbay qui a été volé, on a la copie, etc. Si je mets, voilà, j'arrive à retrouver des détails importants, ou là, avec la porte de Sultan Hassan, la même chose. On a réussi à récupérer tous les endroits. Et avec notre projet de membar, et ça, je trouve que c'est une histoire qui est émotionnellement pour moi très importante, c'est le membar de Lajin, un sultan mamelouk qui se trouve dans la mosquée d'Imtouloun, alors une très grande mosquée au Caire. Mais quand ils ont fait la restauration, ils se sont basés sur les pièces qui se trouvent à Vienne. Ils ont fait la restauration en 1910 parce que ça a été pillé et dispersé aujourd'hui en 12 collections internationales. Et au musée à Londres, au musée Victoria and Albert, j'ai trouvé les planches où il y a le nom du sultan, Lajin, la date de la construction. Et j'ai trouvé que ça, c'est un témoin très, très important. Et on va essayer, avec notre projet sur les membars, de refaire des copies. Cette fois-ci, on fait les copies sur les objets qui sont à l'étranger. C'est le contraire, c'est plus des estampes, pour les remettre de nouveau sur l'objet original. Je ne sais pas comment ça va être critiqué, mais pour moi, je pense au moins, je vais remettre de nouveau le nom du sultan sur son membar qui est très fameux et très connu. Bon, voilà. Voilà, c'est juste pour montrer. Pour terminer, c'est vrai que, bon, les musées ont un rôle très important, mais parfois, on trouve que les musées sont parfois aussi déconnectés de la réalité. La semaine dernière, le British Museum à Londres a décidé de mettre les souliers de Mohamed Salah. C'est un Égyptien qui joue à Liverpool et qui a fait une très bonne saison cette année-là. Et les conservateurs du musée, ils se sont dit, ben voilà, on va ramener ça, ces trucs d'Adidas, on va les mettre devant la statue de Ramsès II. J'ai essayé de voir aussi, moi j'ai pas énormément aimé, mais je me suis dit peut-être, bon, je vais voir qu'est-ce que les autres en pensaient. Et j'ai essayé de lire et de demander, de poser la question à d'autres Égyptiens, et je me suis rappelé cette photo-là. C'est après le discours de Moubarak en février, le 10 février, sur la place Tahrir, qu'est-ce que les Égyptiens ont fait pour lui dire on n'est pas du tout d'accord? Ben voilà.
Et c'est là où on voit, il existe encore une déconnexion quand même, et même si le musée britannique, il essaie de renouer, de faire des contacts, etc., et de dire, voilà, on est en train de célébrer le travail d'un grand Égyptien devant la statue d'un autre grand Égyptien, mais parfois, le discours, il est un peu... il leur échappe, parce qu'on n'essaye même pas de voir comment est-ce qu'on peut créer cette relation-là. Et je termine sur cette note. Voilà. Merci.